Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, le 18 avril 1980, la Rhodésie devient un État indépendant sous le nom de Zimbabwe. Le pays célébrait ce mardi 43 années d'indépendance. L'occasion pour le président Emmerson Mnangagwa de faire le bilan de sa gouvernance à l'approche des élections générales. Le nord-est de la République démocratique du Congo, toujours en proie à la violence. Les 2 premières semaines de ce mois d'avril ont été particulièrement sanglantes. L'ONU fait état d'environ 150 civils tués dans la région de l'Ituri. Et puis, opération séduction du Cameroun auprès des investisseurs étrangers. Le pays a organisé un forum économique ce mercredi au sein de son ambassade à Paris. Forum qui avait pour thème la contribution des PME dans la politique d'import-substitution. Mais tout d'abord, la trêve de 24 heures entrée en vigueur mardi soir n'a finalement pas été respectée. Les combats entre l'armée soudanaise dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo se sont poursuivis ce mercredi 19 avril à Khartoum. La veille, un cessez-le-feu de 24 heures avait été approuvé pour ouvrir des passages sûrs pour les civils et l'évacuation des blessés à la suite des affrontements qui ont éclaté entre les deux parties depuis le 15 avril. Les combats en sont donc au 5e jour consécutif avec un bilan provisoire faisant état de près de 200 morts et plus de 1800 blessés selon les Nations Unies. Le Zimbabwe commémorait ce mardi le 43e anniversaire de son indépendance. L'occasion pour le président Emmerson Mnangagwa de faire un bilan sur sa gouvernance. Dans un discours, il est notamment revenu sur la concrétisation de près de 7000 projets visant à diminuer le taux de pauvreté du pays estimé à 21%. À l'approche des élections générales prévues en août 2023, le président a accentué ses efforts sur le développement des secteurs agricoles, miniers et touristiques. Joël Ballot. 18 avril 1980, 18 avril 2023, le Zimbabwe célèbre 43 ans d'indépendance. Pour marquer cet événement, le président de la République, Emmerson Mnangagwa, dans son discours à cette occasion, est revenu sur les succès remportés par la Seconde République depuis 2018 qui ont permis de concrétiser près de 7000 projets à ce jour pour faire face à la pauvreté estimée en 2019 à 70,5% selon la Banque africaine de développement. L'indépendance politique sans indépendance économique est incomplète ainsi que les programmes d'autonomisation continuent d'ancrer le programme de transformation de la Deuxième République. Nous saluons les nombreuses micro, petites et moyennes entreprises à travers le pays qui emploient des milliers de personnes et assurent une croissance économique inclusive. Avec un taux de chômage estimé en 2019 à plus de 21%, le gouvernement zimbabwéen a multiplié les stratégies pour baisser le taux de chômage, ceci grâce à l'agriculture qui représente 15 à 18% du PIB. Dans son discours de commémoration de l'indépendance, le chef de l'État a déclaré que plus de ménages sont passés de l'agriculture de subsistance à une activité agricole grâce à la culture de blé qui a permis au pays d'atteindre en 2022 l'autosuffisance pour la première fois en 56 ans. Notre président a démontré l'importance de la participation des femmes dans tous les domaines, contrairement aux 20 dernières années. Sont heureuses car grâce aux divers projets mis en place, elles vont pouvoir être plus autonomes. Afin d'atteindre son objectif d'un statut de revenu moyen supérieur d'ici 2030, grâce à l'agriculture, l'exploitation minière, le tourisme, l'éducation, le président Emmerson Mnangagwa appelle les Zimbabwéens à laisser place au dialogue et à la tolérance à l'approche des élections générales prévues en juillet 2023. En effet, concernant la prochaine échéance électorale, le président sortant Emmerson Mnangagwa s'est engagé à ce que les élections présidentielles et législatives du mois d'août soient libres et justes. Le leader de la ZANU-PF, qui brigue un second mandat, a exhorté les Zimbabwéens à dire non à la violence avant, pendant et après le prochain scrutin. En République démocratique du Congo, malgré l'état de siège instauré il y a près de 2 ans,
La région de l'Ituri dans le nord-est sombre dans la violence. Depuis le début de ce mois, plus de 150 civils y ont été tués selon le Bureau de coordination humanitaire de l'ONU. Rappelons que dans son dernier rapport trimestriel publié fin mars, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, chiffrait à 485 le nombre de civils tués depuis décembre 2022 dans la province du Nord-Est en proie aux violences de plusieurs groupes armés. Écoutons à ce propos Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général des Nations Unies. La situation sécuritaire dans la province de l'Ituri reste extrêmement préoccupante en raison des attaques en cours contre les civils. Les attaques ont laissé les communautés dans un besoin urgent d'assistance et de protection. Le 14 avril, il y a quelques jours à peine, plus de 55 civils auraient été tués et d'autres blessés lorsque des assaillants armés ont attaqué des villages du territoire de Djougou. C'est ce que disent les autorités locales. Les autorités nous disent que ce n'était qu'une des nombreuses attaques qui ont visé des communautés en Ituri. Depuis début avril, des groupes armés auraient tué au moins 150 civils dans le territoire de Djougou, Irumu et Mambasa. Nous et nos partenaires nous engageons à soutenir les personnes touchées par cette violence. Depuis le 12 avril, le PAM a cherché à fournir de la nourriture et de l'argent à près de 239 000 personnes dans ces zones, y compris des personnes déplacées à l'intérieur du pays. Cependant, la livraison de cette assistance peut être retardée dans les zones touchées par les récentes attaques. Les autorités doivent renforcer les mesures de protection des civils dans les zones touchées et exhorter les groupes armés à respecter les droits humains et le droit international. Insécurité également au Tchad où des affrontements déclenchés le 15 avril et qui se sont poursuivis ce mardi 18 avril entre un groupe rebelle tchadien et des éleveurs Peul ainsi que des gendarmes a fait au moins 20 morts dans la région de Mont-de-Lam située dans la province du Logone oriental. Selon le général Ahmad Dari Bazine, gouverneur de la province, les Kodo, un groupe de rebelles tchadiens basés en Centrafrique, ont perpétré une attaque contre une communauté d'éleveurs de la province du Logone oriental près de la frontière avec la République centrafricaine dans la nuit du 15 au 16 avril. Selon ce dernier, cette attaque serait à l'origine des violences meurtrières qui ont suivi ce mardi. Les éléments de la gendarmerie qui ont été dépêchés sur les lieux pour arrêter les rebelles en ont neutralisé 13. La contribution des PME dans la politique d'import-substitution, c'est la thématique du forum économique qui s'est tenu ce mercredi 19 avril dans les locaux de l'ambassade du Cameroun à Paris. Représentants du gouvernement camerounais, opérateurs économiques, jeunes entrepreneurs de la diaspora étaient présents à cet événement qui s'inscrivait dans le cadre de la seconde phase du programme gouvernemental qui vise l'émergence à l'horizon 2035. C'est ainsi que cette rencontre a été axée sur la promotion des opportunités d'affaires sur le sol camerounais. Objectif, séduire la diaspora qui demeure l'un des piliers de l'économie camerounaise. Une économie qui cherche à redynamiser ses petites et moyennes entreprises. Écoutons à ce propos Achille Basilekine, ministre des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat. La structuration, aujourd'hui, de notre stratégie nationale de développement. Pour que vous en saviez davantage au sujet des secteurs prioritaires. Les secteurs prioritaires, il y en a 9 qui ont été identifiés, mais parmi ceux-là qui ont une véritable capacité en termes de poussée, on retient le secteur agroalimentaire, qui est le tout premier et dans lequel, évidemment, aujourd'hui, il s'agit d'inverser en fait la courbe des importations de biens agroalimentaires pour que finalement on puisse donner des opportunités à la production locale de substituer des biens similaires à des biens importés. Ça, c'est le premier champ d'intérêt pour lequel aujourd'hui nous sommes désireux de voir des investissements se multiplier. Le second champ pour lequel aujourd'hui nous pensons qu'il est possible de pouvoir accompagner cette poussée, c'est celui qui porte sur la réalisation des infrastructures en matière parfois de construction. Vous avez dû noter, il y a un développement exponentiel en fait du phénomène urbain et des villes au Cameroun. Et dans le secteur justement de la construction et du logement,
il y a de vraies opportunités qui se présentent aujourd'hui. Et quand vous notez le nombre de cimenteries qui se sont multipliées au Cameroun, avec des retours sur investissement assez affinés, et parfois même la possibilité d'écouler une bonne partie de cette production des cimenteries dans les pays voisins de la CEMAC. C'est vous dire combien le secteur de la transformation, en fait, du logement est également un secteur porteur. Le troisième secteur sur lequel aujourd'hui, et ce n'est pas un secret, c'est celui du numérique. Tous les opérateurs de téléphonie mobile, toutes les applications aujourd'hui qui sont offertes, tout ce que nous voyons comme innovation dans le secteur, eh bien, c'est un secteur qui est un secteur de concentration en termes d'investissement et pour lequel tous ceux-là qui ont des applications, des solutions nouvelles, des solutions innovantes à apporter sont les bienvenus et peuvent effectivement avoir un excellent retour sur investissement. Les autorités sanitaires nigérianes s'inquiètent de l'exode du personnel de santé vers les pays étrangers. Situation particulièrement tendue dans un contexte d'insuffisance de personnel qualifié sur le marché local. Les autorités envisagent de prendre des mesures dissuasives à travers une loi qui permettra de freiner cet exil. La loi controversée devrait obliger les médecins nouvellement formés à exercer pendant minimum 5 ans avant d'obtenir un certificat leur permettant de quitter le territoire national. Le point avec Séverin Douke. Les autorités nigérianes envisagent l'adoption d'une loi à l'effet de freiner l'exode des médecins nigérians après leur formation vers l'étranger. Le projet de loi, défendu par le ministre de la Santé du Nigeria, est en étude auprès des parlementaires pour adoption. L'objectif de cette loi, une fois promulguée, sera de permettre le renforcement du tissu médical déjà en sous-effectif. Selon le président de l'association médicale nigériane, seuls 24 000 médecins exercent dans le pays le plus peuplé d'Afrique sur un besoin de 363 000. Depuis 2012, l'association médicale nigériane se plaint que les médecins nigérians partent parce qu'ils ne trouvent pas leur compte. On ne peut pas réinventer la roue, la médecine est une profession universelle avec des normes. Il n'est possible de rendre service à la société que si l'on dispose d'une licence complète. Vous ne pouvez pas pratiquer seul si vous n'avez pas une licence complète. Vous ne pouvez même pas être un jeune coopérant parce qu'un jeune médecin a une licence complète. Un projet de loi controversé contre lequel s'opposent certains praticiens médicaux qui voient la cause de l'exode des médecins ailleurs, notamment une faible rémunération, des infrastructures défaillantes ou encore l'insécurité. Si le projet de loi était adopté et promulgué, les médecins sortis des écoles et qui nourrissent l'ambition de travailler à l'étranger devraient exercer au Nigeria au moins pendant 5 ans. C'est après avoir terminé les stages académiques et le service de jeunes médecins que vous pouvez rejoindre la formation de spécialisation. Et en fonction de la discipline, il n'y a pas de formation spécialisante qui dure moins de 6 ans. Certains comme la neurochirurgie peuvent prendre jusqu'à 8 ans ou plus, dont vous parlez d'une moyenne de 6 à 8 ans de pratique. C'est le temps que la personne aurait utilisé pour devenir un spécialiste qu'on voudrait gâcher à vous faire du surplace, à travailler permanemment sous quelqu'un, cela n'a pas de sens. Selon un rapport statistique national de Grande-Bretagne publié en septembre 2022, les médecins nigérians représentaient 14% des immigrés avec 13 609 visas délivrés pour les travailleurs qualifiés dans le secteur santé et soins par la Grande-Bretagne. La CAF organisait jusqu'à ce mardi 18 avril au Caire un stage pour les arbitres d'élite du continent. Stage destiné à préparer ces derniers à l'approche des quarts de finale des compétitions interclubs de la CAF, à savoir la Ligue des champions CAF, Total Energy et la Coupe de la Confédération. José Douglas. Les quarts de finale de la Ligue des champions ont lieu ce 21 et 22 avril avec les matchs suivants. Vendredi 21 avril à 20h, JS Kabylie Espérance de Tunis. Samedi 22, 14h, Simba SC Wydad de Casablanca. 20h, Al Ahly Raja de Casablanca. Et 20h, c'est Belouizdad contre Mamelodi Sundowns. Les matchs retour étant prévus les 28 et 29 avril. Pour la Coupe de la Confédération, dimanche 23 avril, 15h, Rivers United contre Young Africans.
18h, Monastir ASEC d'Abidjan. 14h, Pyramides Galante. Et à 21h, USM Alger contre Phare de Rabat. Match retour le 29 avril pour la Coupe de la Confédération. Et en raison de la prochaine phase à élimination directe des compétitions interclubs de la CAF, le corps arbitral s'est préparé du 14 au 18 avril 2023 au Caire avec les arbitres de l'élite. Le stage a réuni près de 70 participants. La phase des quarts de finale des compétitions interclubs est très importante. Nous devons préparer les arbitres non seulement pour les matchs, mais aussi pour la saison à venir. Un programme de 5 jours orienté sur l'amélioration des compétences des officiels de match en mettant l'accent sur les incidents dans la surface de réparation, la position de hors-jeu, la gestion du jeu, les fautes tactiques et les fautes de main. Nous avons fait des progrès au cours des derniers mois et réduit considérablement les erreurs sur le terrain. C'est une phase de reconstruction pour la CAF et nous devons constamment équiper les officiels. Des séances de VAR et un entraînement sur le terrain avec des simulations étaient aussi au programme. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.